le bonheur d'être accueillis aujourd'hui dans cette magnifique salle de la ville de Tourcoing. Nous sommes dans une situation un peu compliquée dans la filière de la mode et du textile, comme d'autres d'ailleurs. Depuis 2 ans, nous sommes parachutés dans des aventures compliquées, inattendues et incertaines, qui peuvent nous effrayer ou, au contraire, nous pousser à avancer et à changer plus vite. Il y a beaucoup de menaces, mais il y a aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de recherches, beaucoup de gens qui trouvent et qui proposent. Je pense que vous allez en entendre quelques dizaines pendant ces 2 jours et en voir aussi quelques dizaines en vrai, ici, en bas, dans le hall de la mairie de Tourcoing. Nous avons une tâche immense. Nous surconsommons, nous surproduisons. Chaque Européen consomme 26 kg de textile par an et en jette 11. Donc on voit déjà que le premier enjeu, ça va être de réduire. On va en parler aujourd'hui. Mais réduire, c'est déjà réduire le gaspillage, pour commencer. Tout est encore à faire. Le rapport du GIEC, paru hier, nous le rappelle. Une note très intéressante sortie par la Commission européenne annonce des réglementations infiniment plus strictes pour les entreprises, qui les rend bien plus responsables de leur production et des déchets émis également. Il reste donc énormément de travail à faire, mais la filière de la mode et du textile, particulièrement en Hauts-de-France et aussi dans d'autres régions, on avance, commence à vraiment s'armer, travailler ensemble en collectif, et c'est ce qui va nous permettre de réussir. Donc je vais passer la parole à Olivier rapidement, qui nous accueille. Merci Olivier, dans cette mairie de Tourcoing. Merci Annick. Moi je voulais juste déjà vous dire que la ville de Tourcoing, alors déjà j'excuse Madame le maire qui aurait vraiment été ravie de participer, de vous voir et de participer à l'événement. Elle est retenue par le préfet, donc voilà, je suis son modeste remplaçant. Mais je voulais vous dire que dès que Annick nous a proposé de faire l'événement, je peux vous dire que on a sauté sur l'occasion parce que on se revendique effectivement Tourcoing comme une ville textile, on en est fiers. Et on le verra tout à l'heure effectivement dans les questions, mais pour nous, le fait que vous soyez ici présent aujourd'hui, que l'événement soit présent, que le choix de Tourcoing se soit fait ici, pour nous c'est important. Et on se l'est dit avec Annick, on est prêt aussi pour l'année prochaine. On serait, si c'était le cas. Et je pense que vous le verrez tout à l'heure, mais Tourcoing, c'est une ville où vous avez, à travers tous ces quartiers, toutes ces rues, vous avez des pépites autour de l'industrie textile. Et effectivement, la thématique que vous lancez aujourd'hui autour de l'économie circulaire, nous, c'est un sujet qui, en tout cas, qui nous passionne. Alors, c'est pas juste une passion politique, c'est simplement que derrière, c'est une réalité économique. On a aujourd'hui, de toute façon, plus le choix. Il faut basculer et il faut aussi que nos entreprises, aujourd'hui, prennent toute la dimension pour qu'elle puisse faire ce pas. Et je pense que ce pas va devoir se faire dans un délai très court. Merci beaucoup pour ce petit mot d'introduction, Monsieur Candelier et Annick Jehan. Je vous propose qu'on passe à la première table ronde, donc qui s'intitule Territoire et vivant, et donc qui va questionner le rapport au territoire dans la filière textile. Et donc pour commencer, je vais me retourner vers vous, Monsieur Motte. Donc vous êtes président de la mission REF 3, donc au Conseil régional Hauts-de-France. Je ne sais pas s'il faut encore présenter ce qu'est REF 3, mais alors peut-être en 2 petits mots. En 2 mots, si vous le permettez, parce que c'est important justement, c'est un vrai défi collectif que nous avons à relever. L'ambition REF 3 de la région, ça part du constat qui a été évoqué. Il faut absolument que nous nous mettions tous en dynamique pour relever ce challenge d'aller vers la décarbonation. Et donc, concomitamment, nous avons 3 défis à relever. Celui des défis énergétiques, trouver les alternatives. Le deuxième, ce sont les défis technologiques et numériques qui sont en train d'ouvrir le champ des possibles, dont celui de l'économie circulaire, j'y reviendrai. Et puis le troisième défi qui devrait nous aider, c'est le défi sociétal.
toute entreprise, tout citoyen est en train de revisiter la façon dont il se déplace, il se nourrit, il se loge, il travaille. Et ça ouvre aussi le champ des possibles. Et donc Rêve 3, c'est la mobilisation de tous les acteurs d'un territoire, collectivités, entreprises, monde de l'enseignement et de la recherche, et les citoyens, ne les oublions pas, pour relever ce challenge-là et de faire de la région des Hauts-de-France une région qui soit à la fois leader, mais aussi exemplaire. C'est ce qu'on va présenter au début mai, c'est justement l'engagement de la région pour revisiter tout son process et pour dire pas simplement je lance quelques politiques Rêve 3, mais c'est comment il ne s'agit pas de dire on va donner 10% de plus au budget que je gérais par le passé, mais c'est comment on revisite 100% des politiques de la région. Je crois que c'est comme ça qu'on fera changer tout pour les mettre en mode Rêve 3 et intégrer ces défis des transitions. Donc effectivement, dans cette mission Rêve 3, la question des filières est super importante. Sur la filière textile, donc une filière très historique finalement en région Hauts-de-France, quelle tendance vous observez là depuis quelques mois? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent aussi, qui se relocalisent. Quel est votre regard en tant qu'élu régional? Alors mon regard, il est forcément tronqué parce que je suis aussi entrepreneur dans la vie. Et un entrepreneur, forcément, il est volontariste, il est optimiste, il a envie de se battre et relever des challenges. Mais il faut regarder la réalité. Oui, ça bouge. Alors le combat n'est pas gagné, mais on voit un grand nombre de pièces, je dois le dire avec le textile, mais avec derrière des femmes et des hommes qui ont envie de se battre, qui ont envie de se relever. Pour mémoire, le textile, c'était, je crois que tu ne démentiras pas, c'était plus de 130 000 salariés dans la métropole de Lille. Aujourd'hui, c'est 13 000 dans la région. C'est pour dire si la dégringolade a été forte. Mais aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui résistent. Et le conseil régional, qui a la délégation économie, veut justement à la fois conforter les maillons existants et puis veiller à ce qu'il y ait des maillons qui ne disparaissent pas. Parce que sinon, c'est toute la chaîne de valeur qui va disparaître. Et donc, on accompagne ponctuellement un certain nombre d'acteurs et on voit renaître avec des investissements. On l'a vu dans le lin, mais tout ça, ça ne repose que sur une chose, c'est le client qui décide. Et quand on voit le consommateur qui, dans ses usages, de devenir aussi consomme-acteur, c'est lui qui va pousser l'industriel, l'entrepreneur à relever. Et puis nous, institutions locales et régionales et nationales, c'est de créer l'environnement favorable pour que justement ces entrepreneurs s'installent, qu'ils aient les bonnes formations, les investissements, les terrains et pouvoir créer. Donc résolument optimiste, c'est un long combat, ça ne va pas se gagner comme ça va être difficile, mais oui, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Alors justement, vous évoquiez effectivement le fait de créer un environnement favorable. En novembre dernier, me semble-t-il, vous avez validé effectivement une feuille de route économie circulaire notamment sur la filière textile. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques points clés justement de cette feuille de route sur la filière textile ? Alors, on a identifié face à ces enjeux des transitions 6 filières stratégiques. Pour nous, ça doit être empreint de pragmatisme, ça doit être de la création d'activités, ça doit être de l'emploi. Attention à tout ça, c'est surtout pas du discours de peur, de repli sur soi, de décroissance, mais c'est une nouvelle façon de faire les choses pour qu'on soit plus durable, plus solidaire et qu'il y ait plus de justice sociale. Et donc, dans les 6 filières stratégiques, il y a les énergies, il y a la mobilité, il y a la rénovation, il y a la décarbonation de l'industrie, il y a l'agroalimentaire avec tout ce qui est biosourcé, et il y en a une 6e qui est transversale, c'est l'économie circulaire. On voit combien justement on peut revisiter tous nos modèles. On peut le faire dans l'automobile, on peut le faire dans la chaleur quand on va récupérer des chaleurs fatales, et évidemment on peut le faire aussi dans le textile. Et donc d'ores et déjà il y avait une feuille de route qui avait été lancée, on est en train de la revisiter parce que ça bouge tellement vite, les technologies, les créations d'entreprises. On a vu combien la crise du Covid a permis aussi à la fois sur les éléments sociétaux, de faire prendre conscience aux citoyens que la proximité c'était pas mal, prendre conscience aux politiques aussi que l'indépendance économique c'était quelque chose, et donc du coup il est plus enclin à apporter les moyens, et donc à nous de trouver les bons outils. Et donc cette feuille d'économie circulaire, on est aussi en train, là on vient de délibérer encore dernièrement là-dessus, on veut développer le lien avec le monde de la recherche. Très clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, dans toute la revisite de nos politiques, de nos façons de faire, il y a l'élément de sobriété qu'il convient de prendre en compte. Mais c'est pas que ça, c'est aussi dans l'innovation. Nous, on croit dans l'innovation. On a trop peu de liens entre le monde de la recherche et le monde des entreprises, d'où l'objet de la chaire qui va être lancée prochainement. Et donc, on veut absolument pouvoir mieux travailler avec le monde
l'enseignement et de la recherche, avec tous les modes de laboratoire pour trouver la façon, c'est le job du CETI, hein, comment on peut recycler mieux, comment on peut réutiliser, comment on peut trouver des nouveaux matériaux pour faire des nouvelles fibres, c'est les enjeux des polymères, etc. Et donc ce sont sur tous ces axes où on va pouvoir, nous, institutions facilitatrices, eh bien, mettre un petit peu d'argent, mettre de la synergie et d'accompagner des dynamiques. Oui, vous avez effectivement là, lancé un appel à projet recherche sur l'économie circulaire qui est ouvert en ce moment. Peut-être dernière question, vous avez évoqué la question du biosourcé. En région, il y a aussi beaucoup d'acteurs sur la bioéconomie. Donc là, on est dans le thème vraiment de ces Fashion Green Days mode et vivant. La bioéconomie, voilà, est une source d'inspiration pour le textile aussi. Carrément. Il faut, on a la chance, on est très gâtés, puisqu'on a une région extrêmement fertile, on a un climat qui est de temps en temps un petit peu humide, mais ce qui nous permet d'avoir une bonne agriculture, avec des terres extrêmement fertiles. On a les acteurs de l'agroalimentaire, avec des centres de recherche dans notre région. On a de ce fait-là le monde universitaire, on a les formations, on a tout l'écosystème qui va bien. Parce que quand vous voulez lancer une dynamique, si vous êtes tout seul au milieu d'une île, c'est plus difficile, je pense, de lancer quelque chose sur ce que vous voulez faire au niveau recyclage si vous êtes au fin fond de la Creuse. Il y a plein d'autres qualités. Mais ici, on a quand même un écosystème. On a les entreprises, on a les formations, on a les écoles, on a la recherche, on a l'agroalimentaire. Et donc tout ça, ça fait émerger des choses. On le voit bien avec ce qui est en train de se faire. Regardez sur le lin, la façon dont le lin maintenant, on va aussi bien évidemment, là il y a l'aspect textile, avec toute la chaîne qui se relocalise ici, mais c'est avec les graines pour faire de la protéine, c'est avec les anas de lin, on est en train aussi bien de faire des chaudières que de faire du béton ou des briques avec le lin, avec des gobelets éventuellement. Et donc toute cette bioéconomie, elle ouvre, je vous disais, les révolutions technologiques, elles nous ouvrent le champ des possibles, et c'est surtout ça, pour ça qu'il ne faut pas se résigner, il faut continuer à chercher, il faut continuer à mettre en synergie, et on voit tous les jours des jeunes qui arrivent moins jeunes, mais des jeunes entrepreneurs qui créent des nouvelles dynamiques. Il faut surtout les accompagner. La bioéconomie, c'est une vraie chance, hein. On a des acteurs mondiaux, quand vous prenez les grands groupes de l'agroalimentaire, mais qui ne viennent de temps en temps pas des chimistes. Un Roquette, est-ce que c'est de l'agroalimentaire? Est-ce que c'est de la chimie du végétal? C'est un petit peu tout ça. Et donc derrière, ce sont des gens qui peuvent être acteurs de toute la révolution du textile. Merci beaucoup, Monsieur Motte, pour cette vision régionale de la filière textile. Je me tourne vers vous, Monsieur Candelier. Donc, vous êtes adjoint en charge des entreprises, de l'emploi et de l'insertion donc à la ville de Tourcoing. Donc, merci de nous accueillir une nouvelle fois ici dans ce lieu qui est magnifique. Ça a du sens effectivement pour vous d'accueillir ces Fashion Green Days, une histoire textile très forte sur Tourcoing. Peut-être vous pouvez nous rappeler un peu cette histoire, ce passé qui est toujours présent d'ailleurs. On a encore beaucoup d'acteurs historiques. Alors, comme vous le dites, effectivement, toujours présent. Alors, forcément, l'histoire a fait que un peu moins présent. Et là, je me tourne vers notre ancien maire qui de souvenir, était salarié chez PJT à l'époque, hein, puisque malheureusement, PJT, d'ailleurs, mon papa aussi était chez PJT au passage à l'époque. Donc, ces entreprises textiles qui étaient vraiment extrêmement présentes au niveau de la ville. Pour autant, on a encore de belles entreprises, et je disais tout à l'heure parfois des cachets, des entreprises comme Peignage pour ceux qui le connaissent, des plus petites entreprises comme Mayafil, qui sont des entreprises de fil technique. On a un tissu d'expertise qui est quand même extrêmement large, mais aussi, comme on en avait discuté tout à l'heure avec Annick, finalement, on a encore cette structure de vente à distance aussi qui est ici, qui fait aussi tourner effectivement toute la structure textile. Vous avez Blanche Porte, Verbaudet, qui sont quand même des mastodontes au niveau, je dirais, de la vente à distance. Des entreprises comme Jacquard aujourd'hui qui réalisent des matelas, 1000 matelas par jour, c'est quand même pas rien. Et vous avez aujourd'hui finalement toute cette économie qui est assez étonnante, qui, tout à l'heure vous me disiez, vous avez le statut effectivement d'adjoint à l'emploi, aux entreprises à l'emploi, mais qui aujourd'hui est aussi en demande très forte de collaborateurs, et sur lesquels on sent aujourd'hui d'ailleurs que c'est parfois aussi compliqué de trouver des collaborateurs. Et là, pour être très transparent avec vous, d'ailleurs, on démarre une formation avec Peignage du Mortier pour 12 candidats, parce qu'il faut effectivement les former. C'est un métier technique et sur lequel il faut effectivement qu'on puisse avancer avec eux là-dessus. Donc oui, en tout cas un tissu, pour ne pas faire de jeu de mots, autour de l'industrie textile qui est intéressant, qui a perdu un peu de couleur depuis quelques années, mais moi je me suis rendu compte quand même que lorsqu'on a eu le moment du Covid,
je pense à UTT, je l'ai oublié, Union Textile de Tourcoing, ce serait quand même dommage de l'oublier. Hein. C'est quand même un poids lourd aussi chez nous. Je peux vous dire que quand le Covid a démarré, quand on a eu la séance des masques, vous avez pu connaître la séance des masques et de gel, eh ben, je peux vous dire que c'était les premiers à réagir et se sont mis en ordre de marche tout de suite pour fabriquer du masque. Et c'était les premiers donc ils ont pu nous aider tout de suite à nous faire un niveau de distribution de masques dans la ville, notamment au niveau des commerçants, etc. Il y a un écosystème qui s'est créé à une vitesse incroyable. Ils produisaient des bonnets, puis le lendemain, ils produisaient des masques. J'ai trouvé ça assez sensationnel. Ils se sont prêtés mutuellement des machines pour que ce soit bien complémentaire. J'ai trouvé ça vraiment formidable et on ne l'a pas assez dit, mais à ce moment-là, heureusement qu'ils étaient là pour pouvoir nous dépanner, parce que sans ça, ça aurait été effectivement très vite compliqué. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez évoqué votre histoire, l'histoire textile de Tourcoing, l'écosystème qui est effectivement fourmille. Comment justement vous accompagnez cette filière au niveau de la ville? Vous avez tout à l'heure évoqué déjà la formation. Est-ce qu'il y a d'autres actions pour justement accompagner cette filière sur le déploiement de votre territoire? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement le sujet de la formation qui est déterminant parce que on va être très clair, les jeunes ne vont pas forcément automatiquement vers l'entreprise aujourd'hui textile. Donc il faut effectivement rendre la formation, l'outil agréable, etc. Ça, c'est notre job à travers les missions à travers les missions locales, à travers Pôle emploi. Il faut absolument qu'on puisse faire en sorte de vendre un peu mieux, je dirais, en tout cas le sujet. Ensuite, je me permets de te couper. Moi, je me permets de le dire ouvertement, c'est la responsabilité aussi des chefs d'entreprise. Toi, tu peux faire des efforts, mais c'est aux chefs d'entreprise à ouvrir leurs usines, à faire venir des jeunes en termes de conditions de travail, de salaire et autres. S'ils veulent attirer, il faut qu'il y ait des efforts. Il y a un effort de formation, c'est la collectivité, mais l'attractivité, c'est le job aussi du patron. Je partage. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on retrouve aussi bien dans l'industrie textile qu'ailleurs. L'entreprise maintenant doit savoir se vendre. Je pense qu'il y a l'embarras du choix au niveau de l'emploi. Et je fais une petite parenthèse, mais quand je fais un forum de l'emploi, quand on a une entreprise dans un box vous avez l'entrepreneur qui regarde finalement son portable et qui voit les candidats passer, c'est pas top, quoi. Donc l'entreprise doit savoir se vendre. Pour revenir à votre sujet, nous sur Tourcoing, ce qui est important, c'est que vous avez des entreprises aujourd'hui qui doivent se relocaliser. Parce que, vous savez, maintenant, vous avez quand même les promoteurs, parfois, ont pris le dessus sur l'économie locale. Et parfois, vous avez des entreprises qui sont enclavées, où en termes de circulation, ça devient un vrai sujet. Donc, il faut absolument... il y a une escalade quelque part sur les prix de l'immobilier aujourd'hui. Donc, nous, notre job, c'est de réserver des escalopes foncières dédiées à cette industrie pour faire en sorte qu'elle puisse se développer. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que vous avez aussi des collaborateurs en termes de circulation, si vous voulez, il y a des compagnies de véhicules, et puis il faut pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit toujours proche, en tout cas des habitations. Et on a 2-3 sujets en cours, et pas des petits sujets, de relocalisation. C'est assez drôle qu'on en parle maintenant, puisque il y a quelques heures avant, j'étais sur un sujet de relocalisation d'entreprise de 25 000 m², qui est à Tourcoing, qui doit se relocaliser à Tourcoing. Aujourd'hui, son plan de circulation de l'entreprise, c'est pas terrible parce qu'elle doit faire ça et ça pour le site, pour la production. Si elle veut optimiser sa production, il lui faut un linéaire, donc c'est un bâtiment neuf, optimisé, ça coûte cher, le terrain coûte cher. Et nous, notre activité, c'est de bloquer les terrains en économie, certains terrains, pour ne pas avoir l'engouement des promoteurs derrière, qui arrivent avec des chèques impressionnants et qui viennent déstabiliser quelque part notre ville là-dessus. Donc ça serait notre job. Le job complémentaire, il est aussi de détecter très rapidement les faiblesses des entreprises aujourd'hui qui pourraient être en difficulté. Vous allez me dire, ça c'est aussi le job de la région. Et ça c'est important parce que je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu de très très près, notamment l'entreprise Peignage du Mortier. Peignage du Mortier, 60 salariés, entreprise centenaire, très belle entreprise qui exporte à 90%. Ses produits, donc c'est le plus vieux peignage de France. Quand je l'ai connu il y a 4-5 ans, je voulais absolument visiter cette entreprise qui pour moi était... Et l'ancien dirigeant ne voulait pas me laisser rentrer. C'est peut-être l'ancienne école et finalement, moi ce qui m'intéressait, c'est de voir les machines, ce qui se passait derrière, etc. Bon, c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas pu rentrer. Et cette entreprise était en redressement judiciaire.
Donc, et je vais être très sincère avec vous, on la disait à 2 ans, fermée, avec ses 60 collaborateurs. Voilà les perspectives qu'on pouvait donner, même si elle se débrouillait plutôt pas trop mal dans son plan, c'était fermé. Et là, j'ai rencontré un repreneur, 2 repreneurs, 3 repreneurs. Et avec le 3e repreneur, plutôt solide, on a fait le tour de table avec effectivement les banques, etc., avec aussi les instances publiques. Et il a fallu trouver un deal. Le deal, c'était que chacun fasse un petit effort. Et on y est arrivé. Chacun fait son petit effort. Pour autant, l'entreprise était toujours en redressement judiciaire. Et on m'a dit, à la fin de la réunion, je me souviendrai toujours, on m'a dit, écoute Olivier, bon ok, mais je ne lui donne pas 2 ans, quoi, à cette boîte. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est sortie en 1 an du redressement judiciaire. Là où les banques, finalement, la regardaient plus, bah maintenant, ils viennent la draguer. Et là où, finalement, aujourd'hui, il y avait 60 emplois, demain, il y en aura 90. Et ça, aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est grâce à moi, parce que la région a fait son boulot là-dessus, et le boulot aussi, avec nous, de détecter le candidat et d'aller voir ça. Mais ça, c'est une belle histoire, parce qu'une entreprise comme ça, des dossiers comme ça, vous n'en aurez pas tous les jours. Parce que quand on présentait le dossier, on disait textile, Tourcoing, la suite n'était pas top. Eh ben non, la suite est belle et elle continue aujourd'hui. Et l'entreprise dont je vous parle qui veut se développer, c'est elle avec les 25 000 mètres carrés. Et c'est important parce que ça renforce des maillons de la chaîne. Et ce qui fait la force de notre écosystème, c'est d'avoir tous les maillons de la chaîne et qu'ils soient tous solides. S'il y en a un qui casse, ça déstabilise tout. Et là, grâce à cette mobilisation collective, eh ben, on renforce un maillon important de la chaîne. Ouais, donc un travail concerté, effectivement, territoire, entreprise, pour voilà, une puissance de publique filière. Et puissance privée, j'insiste, parce que ça a vraiment été 2 concerts, un échange, et avec un excellent dirigeant visionnaire qui développe des marchés, ce qui aide aussi forcément à croire en l'avenir. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite plein de belles relocalisations comme ça sur le territoire. Annick, juste quelques mots, effectivement. Donc, je ne sais pas si je te présente encore. Donc, Annick, présidente de Fashion Green Hub. On va venir là sur le sujet qui va nous intéresser ces 3 jours. Pourquoi finalement s'intéresser à ce sujet du vivant? Qu'est-ce qui vous êtes dit? Pourquoi se lancer dans ce passionnant sujet? Alors, la raison, c'est parce que quand on regarde les impacts de la filière de la mode, on a cette chance au sein de l'association, dans les 350 entreprises qui la composent, qu'elles soient de toute la chaîne de valeur, du fil à la vente et même au recyclage. Donc, quand on regarde les impacts, beaucoup d'impacts se produisent au tout début, dans la production de la matière, et y compris dans l'agriculture de la matière, puisque ce que nous portons, c'est hélas à 70% des fibres fossiles dont il va falloir se débarrasser le plus rapidement possible, ce qui est un gros enjeu. Mais les autres matières, ce sont des matières qu'on fait pousser ou des matières d'élevage. Et là, à ce stade-là, on touche au vivant, puisqu'on va cultiver des champs, on va élever des animaux. Qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que ça va avoir un bon effet sur les écosystèmes? En général, pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse à cette question. Il y a des progrès, on entendra beaucoup de solutions dans les heures et les jours qui viennent. Donc on voulait refaire le point sur cette question de la matière parce qu'elle va être centrale. Si on veut que la mode soit meilleure, on ne va pas pouvoir échapper à faire face à la matière. On ne va pas pouvoir dire « Ah non, on continue les matières comme ça, mais on va faire tout le reste bien ». Non, ce n'est pas possible, parce que le gros impact, il est là. Il est dans l'utilisation d'énergie, dans l'utilisation d'eau, dans ce qu'on fait avec les sols. Et effectivement, si on a des grandes entreprises de l'agroalimentaire dans la région, eh ben c'est aussi pour mener certainement ces réflexions. Comment on fait demain? Peut-être que demain, on va faire du textile avec des feuilles de betterave, qui sait? Voilà. Ou avec des petits pois de chez Bonduelle, ou avec... ouais, je ne sais pas. Les ressources. Ouais. Oui, on va l'entendre demain, Loïc. Voilà. Donc, on est dans une région où on a des enjeux de recréer la matière et celle que l'on connaît, le lin, le chanvre demain, les algues, on verra demain. Toutes ces possibilités de nouvelles matières, il faut qu'on les produise en réduisant leur impact sur les écosystèmes vivants. Donc les ressources locales vont être effectivement un sujet important de ces 3 jours des Fashion Green Days. L'année dernière, vous aviez sorti aussi
il y avait eu des Fashion Green Days sur Territoire Fabricant, et vous aviez sorti aussi un manifeste Territoire Fabricant. Quelle est du coup la vision du rôle de ces territoires en quelques minutes? Alors, ce qui est très passionnant, c'est de voir ce qui est en train de se passer dans l'ensemble des régions. Moi, j'habite maintenant dans une autre région, donc je peux aussi comparer, regarder un peu ce qui s'y passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois que même, on parle avec la région Aquitaine, avec les régions de l'Ouest, de l'Est, toutes les régions, tout d'un coup, redécouvrent cette indispensable textile qu'on avait relégué aux oubliettes pendant 30 ans et ont à cœur de regarder quelles sont leurs ressources et ce qu'elles peuvent faire. Donc certains vont travailler sur la teinture, certains vont travailler sur la laine, certains vont travailler sur le cuir de poisson. Voilà, tout le monde essaie de retrouver ces ressources régionales et de les faire avancer. Bon, la chance de la région Hauts-de-France et la capacité d'innovation, je crois que là, elle est vraiment très, très, très en pointe. Aussi sur l'innovation des business models, on en parlera aussi beaucoup demain. Parce que si on a des technologies mais qu'on n'arrive pas à faire des modèles viables, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc, dans ces 3 jours, on veut aborder aussi bien les axes business que les axes territoriaux, que les axes de recherche, que toutes les startups qui produisent. Vous verrez, il y a des entrepreneurs qui travaillent sur les algues qui sont absolument incroyables. Voilà, de montrer toutes ces solutions nouvelles qui s'offrent à nous. Et on espère de rendre tout le monde beaucoup plus optimiste, parce qu'on est dans une période où c'est peut-être facile de devenir pessimiste. Et on ne doit pas l'être. On a une période très passionnante qui s'ouvre à nous, avec beaucoup de travail, mais avec beaucoup de jeunes et moins jeunes qui arrivent avec des solutions formidables. Merci beaucoup, Annick. Merci à tous les 3. Vous pouvez effectivement les applaudir.